Hamzat Boukari Yabara, historien et docteur à l'école des hautes études en sciences sociales et auteur de Africa Unit, une histoire du panafricanisme aux éditions La Découverte, nous revisite avec nous l'histoire du panafricanisme à la lumière de l'actualité. Nous poursuivons notre série de portraits de personnalités ayant marqué l'histoire du panafricanisme. Nous avons évoqué des personnalités venant du continent américain, en Europe, notamment en France. Des Africains francophones, des Antillais se saisissent aussi du panafricanisme. Hamzat Boukari Yabara, dans l'entre-deux-guerres, plusieurs écrivains francophones noirs créent un courant littéraire et politique, la négritude. Et parmi ces personnalités, il y a Aimé Césaire. Alors, quel est l'apport essentiel d'Aimé Césaire au panafricanisme, selon vous ? Bon, l'apport essentiel d'Aimé Césaire au panafricanisme, je pense que c'est d'une part d'avoir produit une négritude qui soit une négritude de combat, de résistance, de révolte, tournée vers le continent africain, d'avoir également mis en avant l'importance d'Haïti. Césaire a toujours dit qu'Haïti est le lieu où la négresse s'est mise debout, où finalement l'humanité s'est mise debout. Donc toujours cette référence très importante à Haïti en termes de terre de naissance du panafricanisme. Également de la négritude, puisque ce sont souvent des écrivains haïtiens du 19e, voire début 20e siècle, comme Jean Price Mars, qui ont été les premiers à penser ce qui va être ensuite la négritude, donc une littérature francophone, mais adaptée finalement aux conditions et au vécu des populations et des peuples noirs de la Caraïbe. Également le fait qu'il a inscrit cette négritude dans une géopolitique qui la relie donc à l'Afrique et qui la situe également dans le cadre des révolutions caribéennes de l'époque, notamment la révolution cubaine. Et donc ça, c'est la manière dont il a pensé la négritude avec son engagement avec le communisme et surtout sa rupture du communisme. Oui. Je pense que c'est encore plus important. Et puis après, l'importance également qu'il a eu à toujours mettre en avant des personnages historiques africains comme Toussaint Louverture, comme Patrice Lumumba, et comme beaucoup d'autres dans sa production, comme le roi Christophe dans sa production littéraire et théâtrale. Donc Césaire est pour moi l'une des 10 figures les plus importantes de l'histoire du panafricanisme. Alors, pour Aimé Césaire, que signifie le mot négritude ? Bon, je pense que dans son cas, c'était la conscience de son identité, de son histoire et du fait qu'il existe un lien indéfectible avec le continent africain et que ce lien-là était brisé et qu'il est important de le retrouver donc à travers la culture, à travers l'histoire, à travers les langues, à travers également la politique. Et donc c'est pour moi une manière de penser justement son identité, de réconcilier son identité qui a été quelque part détruite dans le contexte de la traite, de l'esclavage et du colonialisme, et de l'utiliser pour revaloriser l'histoire et la culture du continent africain. Alors en 1950, il y a le discours d'Aimé Césaire sur le colonialisme. En quoi cet ouvrage va influencer de nombreux militants anti-colonialistes ? C'est important parce que l'ouvrage au départ avait été commandé par un journal très à droite qui pensait que Aimé Césaire ayant mis en avant la loi de départementalisation était le parfait modèle de l'antillais assimilé. Et donc, il s'attendait vraiment à un texte qui ferait l'éloge de Victor Schœlcher, de la République coloniale, etc. Et en fait, Césaire, sur un papier en tête de l'Assemblée nationale, a produit un texte qui incendie le colonialisme et qui montre que ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale avec l'Allemagne nazie n'était que la reproduction en Europe de ce que l'Europe faisait depuis plusieurs siècles au reste du monde. Et donc, il inflige, je dirais, un désaveu cinglant à la civilisation européenne. Et il montre aussi l'importance de repenser les questions d'universel telles que le pensait son camarade Senghor dans le champ plutôt du rapport de force et de la rupture avec la civilisation européenne. Donc c'est un ouvrage c'est un discours qui va connaître une histoire assez particulière, qui va influencer beaucoup de militants africains
des années 1950 qui arrive en France, qui va être publié notamment par la maison d'édition Présence africaine d'Alioune Diop, et qui va, je dirais, nourrir la pensée de figures qui vont radicaliser encore plus cette position-là, notamment Frantz Fanon quelques années plus tard. Est-ce que Paris, vous avez cité Présence africaine, Paris, le quartier latin notamment, on a beaucoup parlé du quartier latin, puisque Aimé Césaire et Senghor étudiaient ensemble dans ce quartier. Ça devient un nouveau lieu peut-être de réflexion sur le panafricanisme à ce moment-là? Oui, dès l'entre-deux-guerres avec le salon des Sœurs Nardal, puis d'autres revues comme Légitime Défense, en fait, le quartier latin était vraiment le lieu de rendez-vous des Africains comme Senghor, des Guyanais comme Damas et des Antillais comme Césaire, pour poser effectivement la question noire dans un contexte où la France était à l'apogée de son empire colonial. Il y avait l'exposition de Vincennes de 1931, la plus grande France jamais connue, etc. Et après la Seconde Guerre mondiale, qui a vu donc l'effondrement de cette civilisation, de ce modèle de civilisation, qui a montré l'ensauvagement de l'Europe, comme disait Césaire, eh bien, arrive donc la vague des revendications pour l'indépendance, pour la décolonisation, et donc Présence africaine, qui apparaît d'abord comme une revue en 1947, puis une maison d'édition 2 ans plus tard, va être vraiment le lieu de fermentation et de rencontre de tous ces intellectuels, pas que du monde noir, il y avait aussi des auteurs non noirs, non africains qui écrivaient dedans, mais on va débattre d'histoire, de culture, de littérature, d'art, avec vraiment une dimension de décolonisation culturelle. Et donc l'apogée sera le congrès de la Sorbonne de septembre 1956, où Aimé Césaire fera donc quelques semaines avant de démissionner du Parti communiste un discours qui conclura en demandant, en exigeant que les peuples noirs entrent enfin sur la grande scène de l'histoire. Alors pourquoi démissionne-t-il du Parti communiste? Alors tout simplement parce que la Quatrième République, qui était une république un peu particulière, donc dirigée par des alliances entre la gauche, centre-droit et la droite, et la gestion de la guerre d'Algérie ou la gestion de la question coloniale par les socialistes et les communistes était catastrophique. Césaire, comme Georges Padmore quelques années plus tôt, avait le sentiment que le communisme utilisait les Noirs et la question coloniale pour les intérêts du communisme et non pas pour les intérêts des colonisés et des Africains. Qu'il fallait donc rompre avec ce qu'il appelait le fraternalisme, c'est-à-dire cette idée qu'on est frères, mais il y a le grand frère qu'il faut écouter. À cela s'ajoutent également des rivalités, des dissensions assez fortes avec des figures comme Louis Aragon sur la question notamment de la culture de manière générale. Et enfin, je pense la nécessité pour Césaire de créer quelque chose beaucoup plus en phase avec ses propres visions, ses propres pensées, quelque chose qui s'inscrive dans l'identité martiniquaise et qui tienne compte des spécificités de la Martinique et des luttes à mener pour la Martinique et les Antilles de manière plus générale. Alors, quand on parle du courant de la négritude, on associe souvent Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor. Mais est-ce que, pour vous, Senghor était un panafricaniste? Et quelle est la différence? Quelle est est-ce qu'il y a une vision qui n'est pas la même entre les deux hommes sur le panafricanisme? Alors, la vision n'est pas du tout la même. C'est assez intéressant parce que c'est Senghor qui permet à Césaire de retrouver l'Afrique d'une certaine manière. Et Césaire retrouve réellement l'Afrique, il l'embrasse de manière inconditionnelle. Alors que la position de Senghor a toujours été d'aller vers un universalisme très lié en fait à l'assimilationnisme français, à revendiquer un modèle eurafricain, à vanter l'héritage de la civilisation gréco-latine, à être dans une posture vraiment de métis culturel, qui peut se défendre, mais qui, dans le contexte, on va dire, des luttes d'indépendance, de décolonisation culturelle et politique, ne pouvait absolument pas fonctionner. Et donc, le cas de Senghor est effectivement extrêmement intéressant parce que sa poésie est une très belle poésie, effectivement. Il écrit quelques-uns des plus beaux poèmes, mais sa ligne politique ne correspond pas d'une certaine manière à ce qu'on imaginerait qu'elle soit une fois qu'on a lu sa poésie. D'autre part, les deux hommes ont été des hommes politiques et Senghor, en tant que président du Sénégal, n'a pas été en capacité de maintenir la fédération du Mali avec Modibo Keïta, donc qui a éclaté, a écarté Mamadou Dia, qui était vu comme étant quelqu'un de beaucoup plus nationaliste que lui,
a interdit à Cheikh Anta Diop de pouvoir enseigner ses travaux sur l'Égypte. Donc il a joué totalement finalement le jeu des intérêts, de la préservation des intérêts français dans le cadre de sa politique en tant que président sénégalais. Alors que Césaire, lui, a très largement ouvert culturellement la Martinique à l'Afrique. Donc il y a vraiment ce paradoxe entre le Martiniquais qui finalement revendique et assume beaucoup plus son identité africaine, et Senghor qui lui est vraiment le pur produit d'une forme d'assimilationnisme qui l'amène en fait à être l'un des premiers concepteurs de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Eurafrique, par exemple. Merci Hamzat Boukari Yabara.